Bonjour à toutes et tous. Alors, la cybersécurité, sommes-nous bien préparés? À l'évidence, non. Je vois que... Effectivement. Alors, le sujet que je vais développer, ce n'est pas les grandes architectures protectrices des systèmes SCI, etc. Vous avez dû le comprendre, ce sera le facteur humain, hein, que j'ai appelé le maillon faible, puisque la majorité des cyberattaques réussies, on le sait au jour d'aujourd'hui, sont liées à une manipulation humaine. Voilà. Alors, je me présente quand même, Laurence Picot. J'appartiens en tant qu'activatrice à France NUM. Je suis également activatrice France NUM et membre de l'association ECTI. Vous connaissez ECTI? Pas du tout. Alors nous sommes une association qui déploie son activité sur tout l'Hexagone et à l'international. Nous sommes des pré-retraités ou des anciens retraités, enfin des retraités, pardon, ce qui est mon cas. Et nous avons choisi de mettre notre expérience et nos compétences au service de la communauté dans tous les secteurs socio-économiques en France et à l'international. Et pour ma part, j'anime l'axe numérique, non seulement en Bretagne, mais au plan national. Voilà. Donc c'est une belle association, riche de belles expériences. Et on intervient évidemment dans le numérique, dans tous les secteurs, puisque le numérique, c'est transverse. Ça concerne aussi bien les entreprises, ce qui est le cas aujourd'hui, mais également les collectivités, mais également la santé, etc. Voilà. Alors, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Voilà. Et ça marchait tout à l'heure, et ça ne marche plus. Ça, c'est le problème du numérique. Ah ouais. Bah, c'est pas mon matériel, alors c'est... Bah, sinon, tu fais Enter. Voilà, c'est bon. Alors, évidemment, la bonne question à se poser, c'est pas comment se préserver, mais sommes-nous bien préparés à faire face à une cyberattaque? Il faut bien être conscient que l'on se rend compte que lorsque les cyberattaques sont réussies, beaucoup d'entreprises, beaucoup de collectivités se trouvent totalement démunies, faute d'avoir anticipé. Donc ça va être le sujet de cet atelier. Ouais, là-bas, c'est de la folie. Voilà. Hein? Donc c'est bon. Je sais pourquoi ça ne marchait pas. Ça n'a rien à voir avec le numérique. Voilà. Alors depuis la Covid, c'est un lieu commun de le dire, mais le numérique a été croissant et embellissant dans toutes les entreprises. Pour autant, la cyberattaque, les cybercriminels ont suivi. Hein. Ils savent ce que c'est qu'un marché et leur cible. Donc là aussi, il faut savoir que les grands groupes sont de plus en plus préservés parce qu'ils ont pris évidemment des mesures. Mais les TPE, PME, les petites entités sont de plus en plus attaquées. Alors pourquoi les entreprises ne se prémunissent pas? Là, je vous cite un rapport qui fait autorité, d'ailleurs que l'ANSSI a publié, de l'Institut Montaigne, où ils ont analysé, passé au filtre, pourquoi pourquoi les entreprises, les petites TPE, PME sont plus volontiers... C'est embêtant, là. C'est bon, là, le son. Oui, oui. Ils sont attaqués. Alors, vous savez que vous aurez le replay également de cet atelier et vous retrouverez les liens. Hein. Alors, en fait, l'analyse de l'Institut Montaigne, comme on peut le voir ici, ça a été, je m'approche parce que, un manque de sensibilisation, clairement, des usagers dans les entreprises, quelle que soit la taille, pour résister aux cyberattaques. La surface d'attaque est plus grande, évidemment, parce que plus on est digitalisé, plus on est à risque, évidemment, d'être victime de ce genre d'agression. Un manque de compétences disponibles. On peut comprendre que dans une petite TPE-PME, il n'y a pas forcément de responsable informatique. Souvent, c'est le chef d'entreprise tout seul qui assume. On ne peut pas lui demander d'être au four et au moulin, comme on dit. Mais pour autant, c'est stratégique. Je veux dire, vous allez vous prémunir contre un incendie dans vos locaux.
qu'à partir du moment où votre entreprise est tributaire du numérique, vous ne pouvez pas faire l'économie de vous préserver de ce type d'agression. Vous allez avoir également les montants investis. C'est vrai que beaucoup d'entreprises rechignent, et on peut le comprendre, manque de moyens. Là, passer tout de même sur le stand de France Num, qui est une émanation, une plateforme, j'en parlerai à la fin, qui dépend de Bercy et qui peut vous permettre d'accéder à des financements privilégiés. On y reviendra. Et puis évidemment un foisonnement de solutions technologiques. De plus en plus, lorsque vous êtes en système intégré, vous avez des partenaires, des fournisseurs, des fichiers clients, tous connectés, tous concernés. Voilà. Alors, la prévention, j'ai envie de vous dire, ça ne va pas être le sujet, mais on va le survoler quand même brièvement. On n'est pas obligé de laisser son appartement ouvert pour laisser le cambrioleur faire tout ce qu'il a à faire. Donc, il y a quand même un minimum de précautions lorsque vous démarrez votre activité professionnelle et d'équiper vos outils, de les protéger. Alors, évidemment, le VPN, tout le monde sait ce que c'est qu'un VPN ? D'accord. Le pare-feu, à ne pas confondre avec le VPN non plus. Évidemment, les sauvegardes via le cloud et évidemment faire attention, avoir un antivirus. C'est le minimum au niveau des outils. Quand il s'agit de plus grands groupes, il y a un responsable évidemment informatique qui va développer également ce qu'on appelle des stratégies de déception, mais ce n'est pas le sujet ici. Alors, nous, personnellement, quand j'interviens pour un atelier de cybersécurité, la première chose que je vais demander à l'entreprise, si petite soit-elle, c'est de cartographier tous les outils qu'elle utilise qui sont connectés. Donc ça part, vous voyez, j'ai une montre connectée. Si vous avez votre smartphone sur lequel vous gérez également vos activités via l'agenda, vos dossiers, etc., tout ce qu'on appelle les IoT, donc les objets connectés, il faut les cartographier. Parce que d'à partir du moment où vous êtes attaqué, tout ce qui va se trouver sur votre réseau va être concerné. Donc ça, il faut le faire tranquillement, comme on le fait maintenant, à tête reposée. C'est pas quand arrive la tuile qu'il faut commencer à réfléchir. Parce que là, dans la panique, on le sait tous, on n'est pas toujours armé pour faire face à une agression de quelque ordre qu'elle soit. Surtout quand, j'allais dire, l'activité de l'entreprise est mise à mal. Donc, bien cartographier tous vos outils. La prévention, vous pouvez faire un diagnostic. Alors là aussi, France Num peut vous être très utile. Vous pouvez bénéficier de diagnostics numériques gratuits. Moi, j'en fais et d'autres activateurs référencés sur France Num vous proposent ce genre de diagnostic. Alors après, vous pouvez avoir des diagnostics beaucoup plus élaborés, mais ça concerne des structures qui sont déjà installées, qui ont beaucoup d'outils numériques, où là, vous pouvez avoir, je vous en parlerai à la fin, un diagnostic plus approfondi. Mais déjà, pour démarrer, voir déjà s'il n'y a pas trop de trous dans la raquette. L'assurance, ça on n'en parle pas assez souvent et c'est pas quand on a été cyberattaqué qu'il faut réfléchir à l'assurance. Alors sachez que vous pouvez être assuré pour votre entreprise, pour le dégât des eaux, le feu, etc. Vos matériels informatiques peuvent être assurés, mais la matière grise, j'allais dire, et les fichiers, tout ce qui est stocké, en termes de données, ça l'assureur ne vous les garantit pas. Ce sont des assurances spéciales. Là aussi, il faut vous informer. Moi, j'ai tendance à conseiller des assurances. Je ne vous donnerai pas de nom, parce qu'en tant qu'association, nous, on ne fait pas plus la publicité d'une assurance que d'une autre. Mais ce que je vous suggère fortement, c'est une assurance qu'on appelle clé en main, qui va à la fois assurer vos données et vous donner une assistance pour rétablir votre système informatique. Ça, c'est intéressant, parce que d'à partir du moment où ils vont être obligés de vous indemniser, ils vont être beaucoup plus attentifs à remettre en circuit votre outil. Donc, rappelez-vous bien que l'assurance entreprise, c'est une chose, mais l'assurance des données, ça, c'est quelque chose, si c'est stratégique pour votre activité, il faut absolument penser à l'assurance.
Alors, ce qui est aussi dans vos moyens, pour éviter tous les soucis, c'est les sauvegardes. Alors, j'ai de nombreuses années dans l'informatique et je peux vous dire qu'à chaque fois, j'ai eu nombre de personnes qui se sont retrouvées vraiment dans le pétrin parce que tout allait bien. Et puis un beau jour, sans parler même de hacker, il y a l'orage. Hop, on a un coup de foudre et puis les fichiers sont détruits. Et puis manque de chance, on n'a pas fait les sauvegardes. Alors les sauvegardes, c'est un lieu commun de le répéter. Alors moi je suggère toujours 3 sauvegardes. Une sauvegarde in situ, une sur le cloud et une extérieure à l'entreprise. Alors je sais que c'est lourd, mais franchement, si toute votre activité est digitalisée, ça vaut le coup. Les mises à jour. Là aussi, je vous engage sur vos systèmes. Alors si vous avez un responsable informatique, il va vous mettre automatiquement les mises à jour. Mais si c'est vous qui êtes votre propre responsable, les mises à jour, c'est hyper important. Puisque à chaque fois qu'un éditeur de logiciel vous propose une mise à jour, c'est pour généralement remédier à des failles et donc à des agressions potentielles. On est d'accord ? Et ça aussi, il faut vraiment éviter de les différer. Je dirais l'idéal, c'est de les demander de façon automatique. Ça se paramètre. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des... Sinon, on aura un temps d'échange tout à l'heure. Alors, la prévention, ce que j'ai appelé la gestion des accès. On en parlait tout à l'heure en aparté. Nombre de gens ont un mot de passe. Quand c'est pas 1, 2, 3, 4. Je vois que ça fait sourire. Sauf que c'est quand même, il faut le savoir, une des failles les plus utilisées. Ayez des mots de passe forts. Quand je dis fort, à partir de 12 caractères, avec minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux, c'est l'idéal. Et si vous devez avoir plusieurs mots de passe, l'idéal c'est d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Il y en a même des gratuits, d'excellents, qui fonctionnent très bien et qui vous permettent d'avoir un mot de passe par application. Et vous n'aurez qu'à retenir ce que j'appelle le mot de passe maître, que je vous conseille d'être très très fort. L'idéal, c'est de prendre une phrase et de décider où vous prenez chaque première lettre, les numéros, etc. Et vous pouvez, moi j'ai par exemple 198 mots de passe, vous voyez, sur mon smartphone, et je n'ai qu'un mot de passe maître. Et pour le reste, tout est sécurisé, y compris le mot de passe maître du reste, parce que c'est crypté. Donc évitez les mots de passe que tout le monde se sert. Si vous avez des salariés dans votre entreprise, c'est à vous aussi de réfléchir quand vous leur donnez accès sur le PC, ce à quoi ils ont accès. Donc à ce moment-là, avoir un mot de passe dit administrateur pour les aspects que vous voulez gérer et maîtriser, et des mots de passe pour les utilisateurs. Et en aucun cas avoir le même mot de passe pour tout le monde. Alors ça, c'est vivement déconseillé. Parce qu'on parle de la cybersécurité, mais ça peut être aussi une personne qui quitte votre entreprise et qui, pour une raison ou une autre, va être malveillante. Si elle a le mot de passe, on peut faire aussi beaucoup de choses à partir de là. Bon, je ne veux pas dessiner le pire, on a de bonnes relations, mais ça peut arriver. Donc là c'est vraiment, d'ailleurs, une des failles les plus exploitées, ce que je vous dis là. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est tranquille, on s'installe, ça nous paraît normal. Et puis dans le quotidien, mais c'est comme la conduite, vous savez, quand on apprend à conduire, au départ, on est très attentif, on n'a pas d'accident. Et si on regarde les statistiques au niveau des assurances, la plupart des accidents, c'est pas le tout jeune conducteur, c'est au bout de quelques mois, on se sécurise, tout va bien. Et là, c'est la même chose en informatique. Alors, suivant les activités que vous avez les uns et les autres, tout à l'heure on discutait avec une personne qui doit faire un site sur le bien-être, elle peut avoir quand même des données sensibles et confidentielles sur sa clientèle. Eh bien, il faut penser également à cryptographier certains documents. Parce que vous pouvez donner accès aux fichiers à toutes sortes de personnes, mais vous pouvez avoir des dossiers, des fichiers que vous souhaitez préserver
et être sensible. Donc, cryptographier vos documents. Ça, c'est à la portée, c'est ce que j'appelle la prévention. Ça ne nous évitera pas d'être cyberattaqués, mais en cas de cyberattaque, ces dossiers-là, ils sont cryptés, ils ne pourront pas être attaqués. Vous ne pourrez peut-être pas les utiliser en cas de blocage de votre système, mais au moins ces données-là ne seront pas piratées. Est-ce que quelqu'un sait ici à peu près le coût d'un gigaoctet de données compromises ou piratées? Une fourchette de prix entre des données, j'allais dire, peu sensibles et très sensibles. Vous avez une idée? Ben, ça s'étale entre 7 000 et 70 000 euros suivant l'importance des données. Vous imaginez? Et un gigaoctet, ça va vite. Hein? Alors, on arrive au cœur de mon sujet, hein, puisque je vous ai parlé de la prévention, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et l'autre volet, c'est la formation de vos équipes ou même de vous-même. Mais lorsque vous créez une entreprise, si vous avez des salariés, je vous suggère, avec le règlement, d'avoir une charte informatique. Cette charte informatique, vous pouvez trouver sur les logiciels de l'ANSSI, de France NUM, mais moi-même, dans notre association, j'ai développé également un prototype. On va lister avec le salarié tout ce qu'il peut faire avec son outil informatique, tout ce à quoi ils ont accès et tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein, du style, je ramène une clé USB pour montrer les photos du mariage de la copine. Manque de chance, la clé USB, il y a un malware dedans. Et puis tout le système est mis à mal. Et puis comme souvent, ce sont des gens très très pointus, les hackers, le malware, il peut être dormant pendant plusieurs mois. Hein? Bon, je vous cite cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein? Ça peut être une clé USB, mais ça peut être un email d'une amie qu'on reçoit avec un dossier. Donc, et si vous êtes dans votre entreprise tout seul avec votre outil informatique, eh bien, n'utilisez pas les mêmes outils pour votre vie privée que pour votre vie professionnelle. Il faut vraiment séparer les usages. Parce que les usages perso et les usages professionnels, c'est très difficile après de... Il y a des drôles de bruit, hein. Bon. À la guerre comme à la guerre. Donc la charte informatique, à partir du moment où vous avez des salariés, il faut vraiment l'intégrer au règlement de l'entreprise. Vous pouvez, pour ceux qui ont déjà développé leur activité et qui n'ont pas la charte informatique, la créer après, mais auquel cas, au plan de la législation, vous êtes dans l'obligation, par contre, de la faire homologuer par la convention collective de la branche à laquelle vous appartenez. Donc c'est toujours plus intéressant de l'intégrer directement dans le règlement. Voilà, c'est une petite remarque, mais ça vous évite, lorsque vous faites une mise à jour de la charte informatique, de devoir à chaque fois solliciter une autre entité pour la mettre à jour. La RGPD, vous connaissez tous vos obligations en matière de RGPD, plus ou moins. Mais encore, dites-nous. Juste les données, mettre à quelle fin ça va être utilisé. D'accord. Oui, alors on ne peut stocker en effet que des données qui sont véritablement utiles. Hein. Donc quand on a une activité commerciale, par exemple, vous allez demander un certain nombre de données, mais demander, j'allais dire, à la personne son âge, bon, ça peut être encore admis marketingment parlant, mais il y a d'autres aspects où vous ne pouvez pas demander la religion, par exemple, de quelqu'un. Vous voyez, des éléments extrêmement personnels. N'oubliez pas, parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, qui dit RGPD, c'est parce que je suis digitalisé. C'est faux. Vous pouvez très bien ne pas vous être digitalisé, à partir du moment où vous avez un fichier, fût-il manuscrit. Hein, il y a beaucoup de commerces qui fonctionnent encore comme ça. Vous êtes soumise à la RGPD. Ça n'est pas lié qu'au numérique. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est occulté. Alors ici, je vous ai mis, alors mon pointeur ne marche pas, je vous ai mis un crâne pensant avec des tests.
À partir du moment où vous faites des formations à vos salariés, c'est comme pour les exercices incendie, c'est pas une fois pour la vie, hein. Il faut régulièrement faire des tests. Alors, vous en avez, moi lors des formations, j'en utilise quelques-uns sur l'ANSSI, mais vous avez également des entreprises avec des coûts d'ailleurs relativement modiques qui vous proposent de tester la résilience de vos équipes. Donc on les prévient, le but c'est pas de piéger les gens, mais c'est de les mettre toujours un petit peu sur le qui-vive, hein, puisqu'on sait que souvent les cyberattaques passent par les mailings, par les SMS, par les emails, par les QR codes. C'est nouveau, mais ça se développe énormément. Donc tous ces aspects-là doivent être pris en compte. Donc encore une fois, je ne forme pas une seule fois. Et puis bon, il y a du turnover aussi, hein. Quand vous intégrez des nouvelles personnes, le son n'est pas terrible, monsieur, hein. On est malmené. En tous les cas, bien penser, après la formation, à tester votre résilience. Autre chose... Une chose aussi à prévoir avant la cyberattaque, c'est le plan de continuité d'activité. Ça veut dire clairement qu'il faut, avec toutes les personnes qui travaillent avec vous, élaborer ce plan en imaginant que le système est totalement planté, comment on s'organise pour pouvoir continuer à faire fonctionner l'entreprise. Vous voyez bien que ça, il faut le faire à tête reposée, hein, et pas quand on a la tête dans le guidon avec le PC qui vous dit zut et qui vous réclame des sous. Quand je dis ça, ça peut être un incendie, des inondations, peu importe. Le plan de continuité d'activité, il faut l'élaborer avant. Et il faut également vous assurer, pour revenir en arrière, sur ce plan de continuité d'activité, il faut vous assurer que tout le monde y participe. Parce que croyez-en, mon expérience, quand j'étais amenée à élaborer des cahiers des charges pour l'informatique, etc., pendant de nombreuses années, j'avais des chefs d'entreprise qui disaient pas la peine d'aller voir la personne responsable à la réception. En fait, le numérique, ça touche toutes les couches de votre entreprise. Il faut donc y associer tout le monde. Et surtout, faire en sorte que chacun connaisse la procédure. Parce que si le pépin arrive la veille du week-end, il faut que la personne qui intervienne, je vais leur demander des indemnités. Hein. Donc, il faut vraiment que chacun soit au courant du plan de continuité d'activité. Donc, vous ne pouvez pas faire l'économie de mettre hors circuit telle ou telle personne. Et qui dit plan de continuité dit aussi plan de reprise. C'est-à-dire que d'à partir du moment où on a été obligé de saisir manuellement des commandes, de la compta, n'importe quel type de données, il faut penser que quand le système va être remis sur les rails, il va falloir voir la procédure pour réintégrer toutes ces données. Oui, il est gentil, mon petit camarade. Avant d'aborder les possibilités de France Num, est-ce que vous avez des questions à me poser sur les différents aspects que je viens d'évoquer? Non? Vous avez tous votre plan de continuité d'activité? Tout le monde est formé? Bien. Alors, France Num m'a demandé également, puisque moi je suis partenaire en tant qu'ECTI de France Num, de vous parler de cette plateforme. Est-ce que vous connaissez France Num? Quelqu'un ici? Du tout? Alors France Num, c'est une équipe de 10 personnes qui est basée au ministère des Finances à Paris, à Bercy, et qui est une plateforme qui est dédiée spécifiquement aux TPE-PME, qui est entièrement gratuite, qui est un outil à votre disposition que je vous recommande vivement, sur lequel vous allez trouver des formations gratuites, dispensées par des gens de qualité, j'ose le dire,
des MOOC à distance que vous pouvez faire. Vous allez y trouver également des précieux conseils pour financer éventuellement vos activités, votre transformation digitale. Vous y trouverez également un annuaire des activateurs de France Num, c'est-à-dire des entreprises qui s'occupent du numérique, qui sont près de 2000 sur tout l'Hexagone. Et vous les trouverez par géolocalisation et par type d'activité. En clair, vous voulez créer un site web ou une plateforme, ou transformer votre entreprise, lui faire prendre un virage dans le digital. Je pense, nous, chez ECTI, on avait fait en Normandie, on avait fait la RGPD, la numérisation d'une entreprise de filature familiale. Hein, ça s'était très très bien passé aussi, mais voilà, l'engagement des activateurs à France Num, parce que vous pouvez vous adresser, donc dans cet annuaire, vous choisissez qui vous voulez, et si la personne qui vous accueille juge qu'elle n'est pas en capacité, compte tenu de ses compétences, de répondre à votre demande, tous les activateurs se sont engagés à vous donner des coordonnées d'activateurs qui sont en capacité de vous répondre. Il faut aussi savoir, même si ça n'est pas un label, Activateur France Num, le fait que ça appartient à la Direction Générale des Entreprises, cet annuaire, ça oblige et ça engage les activateurs à une qualité de prestation. Et en clair, si vous n'êtes pas satisfait, c'est très facile du coup de reporter votre mécontentement, ce qui permet, parce que vous savez bien que là aussi, dans le numérique, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pignon sur rue, il y a des gens remarquablement compétents, et puis, comme dans toutes les professions, il y a aussi des personnes beaucoup moins compétentes, où parfois on a des sites qui sont créés, qui sont quand même pas top, ou des conseils pas appropriés. Donc le fait d'avoir quand même cet annuaire de près de 2000 activateurs, 90 dans l'Ille-et-Vilaine, avec des compétences différentes, hein, bien sûr, parce que demain, j'ai une collègue qui va parler de la facturation électronique, hein, qui a son entreprise. Puis vous aurez d'autres propositions. C'est intéressant, cette plateforme de France Num. Je trouve qu'elle n'est pas suffisamment connue. C'est donc la raison d'ailleurs de notre présence ici au Salon Entreprendre dans l'Ouest. Hein, puisque la volonté a été au ministère de dire, parce qu'on a ronchonné les activateurs en disant c'est pas assez diffusé auprès des entreprises. Hein, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à vos côtés, pour vous dire ce que l'on peut faire pour vous aider. Alors vous l'avez compris, France Num s'adresse plus spécifiquement aux TPE, PME, hein, pas les grandes entreprises, hein, qui eux ont d'autres solutions et d'autres moyens aussi. Donc ça, je vous l'ai dit, 70 partenaires, c'est un autre volet, c'est-à-dire que nous, ECTI, on est à la fois activateur pour certains d'entre nous, mais on est également partenaire, c'est-à-dire qu'on participe justement aux discussions. Et la raison de ce salon, nous avons été plusieurs partenaires à leur demander de faire cette démarche d'aller vers les entreprises. Donc ça, c'est le rôle des partenaires. Voilà. J'ai encore un quart d'heure, donc c'est bien. Donc les 2000 experts numériques, hein, ça je vous l'ai indiqué, géolocalisé, ce qui est intéressant. Ici, je vous ai mis le site web, mais vous aurez tous les liens, hein, puisque de toute façon, ils vont être, comment dirais-je, non mais je pense qu'ils n'y arriveront pas d'ici la fin du... Ça va, vous m'entendez quand même? Bon. Donc, je vous signale également que cybermalveillance.gouv.fr est partenaire de France Num. Lorsque je fais des formations approfondies sur la cybersécurité, ça c'est un site qu'il faut vraiment vous mettre en tête de liste, parce que si vous êtes cyberattaqué, vous avez vraiment des gens très compétents qui pourront vous répondre. Alors évidemment, s'ils sont saturés, il faudra patienter, mais reste que c'est vraiment le bon interlocuteur. Hormis votre prestataire de service, vous pouvez avoir un faille qui vous assure une garantie en termes de cybersécurité. Évidemment, vous l'appelez en priorité. Mais pour ceux d'entre vous qui démarrez l'activité et qui n'avaient pas ce type de prestation, ça, c'est vraiment le site auquel vous référez. Une petite remarque également.
Si vous êtes face à votre PC, que vous avez été attaqué, qu'on vous demande une rançon, qu'est-ce que vous faites? Vous éteignez tout? Vous faites quoi? Vous êtes face à votre PC, vous avez une alerte, et puis on vous dit, voilà, vos données sont cryptées, vous ne pouvez plus rien faire sur votre PC, hein, parce que vous avez une alarme, on vous réclame des sous. Vous faites quoi? J'appelle Laurence. Alors une chose à faire, évidemment, c'est à vous déconnecter du réseau au presto. Surtout pas éteindre votre écran. Parce que quand vous allez porter plainte, ça va permettre à la gendarmerie ou au commissariat, tout dépend où vous êtes situé, de retrouver les traces. Et la plupart du temps, les personnes ont tendance à tout éteindre. Vous laissez l'alarme à l'écran. Par contre, vous vous déconnectez de votre box, hein, ou de votre serveur, tout dépend le type d'entreprise que vous avez. Mais surtout, vous ne touchez rien au niveau de l'écran. C'est ce qui va permettre de valider votre attaque pour les assurances et qui va permettre de tracer l'origine de l'agression. Voilà, c'était une petite digression. J'espère que... Hein, s'il n'y a qu'une chose à retenir, et puis après, allô, pas maman bobo, mais cybergouv-malveillance.fr. Alors, je vous ai mis là en page d'écran, justement, la page d'accueil de France NUM, vous voyez, avec les dispositifs d'aide. Je pense que c'est très clair, hein, c'est répertorié par chapitre, et il vous suffit de cliquer, et là, vous allez avoir les réponses. Hein, ils ont revu complètement le site, parce qu'on le trouvait quand même, par moments, un petit peu compliqué. Là, franchement, j'y suis allée en essayant de me mettre dans la position d'une personne néophyte, et c'est très clair. Donc, il ne faut surtout pas vous priver de cet outil-là, hein, qui est quand même, j'allais dire, assez exceptionnel, même au plan européen. Et encore une fois, vous n'avez pas le temps de toujours tout faire. Vous pouvez bénéficier de formations très pointues, gratuites, via France NUM, et vous les avez même en replay. Alors, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est toujours mieux que pas de formation du tout. Hein, l'idéal étant quand même, dans ces sujets-là, de vous faire accompagner. Mais ça peut vous permettre d'appréhender pas mal de choses. Nous, par exemple, on a accompagné depuis 1 an et demi 1500 cafetiers, hôteliers, restaurateurs. Et les accompagnements ont été financés par BPI France et France NUM. Voilà. À raison de 3 ateliers maximum, par contre. Après, c'est payant, hein, parce qu'on ne peut pas tout... Vous imaginiez ces accompagnements? Non. Donc c'est vraiment un outil à votre disposition remarquable. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire un diagnostic de base très simple, mais quand on veut aller sur une entreprise qui est très équipée plus loin, vous avez la possibilité de faire réaliser un diagnostic numérique complet. Et là, vous avez 50% qui est pris en charge par France NUM. On évalue à peu près à 4 500 €, donc c'est quand même pas rien, 2 250 € financés par France NUM. Par contre, c'est un bilan très, très complet qui dure sur 4 jours. Hein. Vous pouvez également bénéficier d'aides financières. Donc, pour l'instant, ce sont des prêts garantis par France NUM à hauteur de 80% et 50 000 €. Donc, on va dire quand vous allez voir un banquier, 80% de 50 000 € est garanti par France NUM, ce qui n'est pas rien non plus quand on démarre une activité dans le numérique. Sachant, notre responsable de la DGE me disait que début janvier, ils vont monter en puissance. Donc, il y aura d'autres aides encore. Je vous le livre en avant-première. Donc là, je ne vais pas détailler, mais vous pouvez accéder directement sur la plateforme à toutes ces possibilités d'aide. Vous voyez que c'est très... Oui ? Sont concernées les entreprises qui ont plus de 2 ans d'existence, à moins de 2 ans À peu, 3 ans, normalement. Hein ? Eh ben, le diagnostic de base.
mais au-delà de 3 ans, parce qu'on considère que ça s'adresse à des entreprises qui ont déjà une maturité numérique et beaucoup d'outils. Oui, mais enfin là, on a des aménagements, on va dire. Mais pour les prêts financiers, non. Là, c'est vraiment... Voilà. Donc, je ne vais pas aller... Ça, c'est le formulaire que Francine voulait que je vous mette, mais vous le retrouverez dans le replay, hein, puisque vous aurez le replay de cette formation, hein, où on vous parle des activateurs. Je vous ai mis tous les liens utiles. Voilà. France Num, bien sûr. Et les sites de cybermalveillance, de SSCI, de la CNIL, bien évidemment, et signale spam. Ben oui, parce que quand vous recevez des mails, des phishing, etc., beaucoup de gens, c'est bien, vous les mettez à la corbeille, vous ne vous faites pas piéger, mais dans l'absolu, l'idéal, c'est quand même de faire un signalement à signal spam, de manière à tarir ces attaques. Voilà. Maintenant, je suis à votre écoute si vous avez des questions. Je pense qu'on doit avoir 10 petites minutes. Voilà. J'ai été dans le timing, malgré les ennuis de micro. Pas de questions? Allez-y. Ah, le monsieur aussi, pardon. Oui, qu'est-ce que votre association ECTI peut apporter aux TPE-PME? Alors, j'allais dire l'ADN d'ECTI, hein, nous sommes bénévoles. Donc, on n'est pas concurrentiel du secteur marchand. On n'est pas là pour prendre, j'allais dire, les activités d'entreprises qui ont pignon sur rue. En revanche, on est effectivement au service de toutes les TPE-PME qui démarrent, qui n'ont pas forcément de grands moyens. Et là, nous avons à peu près 2000 bénévoles sur tout l'Hexagone. Alors, tout le monde ne s'occupe pas du numérique chez nous, mais on est riche d'expériences professionnelles de nos bénévoles qui ont tous eu des carrières. Et nous intervenons évidemment dans le secteur des TPE-PME en les accompagnant à travers des business plans, en les accompagnant dans leur stratégie numérique, etc. Hein, mais qu'on soit bien clair, nos bénéficiaires, nous réservons nos actions auprès de bénéficiaires, on va dire, qui sont un peu plus démunis ou des entreprises fragiles qui nous ont été recommandées, que l'on va aider. Je pense, Patrick, puisque tu t'occupes des entreprises sur l'île-et-Vilaine. Hein. Le point commun de tous nos bénéficiaires, c'est qu'ils découvrent et qu'ils ont peu de moyens. Bien sûr qu'on s'exclut directement quand on est face au secteur marchand, puisque nous, on est bénévole, pas tout à fait gratuit, on demande un peu d'indemnisation de nos frais, mais on met au service de tous ces gens-là pour démarrer, pour repartir, etc., dans tous les secteurs de l'entreprise. Les compétences d'ECTI qui cumulent 2000 personnes et beaucoup d'expérience, évidemment. Moi, dans l'équipe d'Axe Numérique, j'ai à peu près 200 de nos bénévoles qui ont tous eu des parcours intéressants dans l'informatique. Hein. On a l'ancien responsable qui vient de prendre sa retraite de Vinci pour la cybersécurité, vous voyez. Des gens qui ont fait mine, Polytechnique, donc c'est pas parce que c'est du bénévolat que ça n'est pas de qualité, hein, j'insiste. Mais notre ADN, c'est effectivement de partager, de transmettre et d'accompagner. Voilà. C'est pour ça qu'on participe depuis le début à l'aventure de France Num. Oui, oui, mais je regarde. Merci. Alors avant ma question, j'en profite en effet pour mettre... Oh, je suis partenaire, quoi, la Chambre de commerce d'Ille-et-Vilaine. Donc bravo et merci pour votre engagement bénévole parce que vous avez de la chance d'avoir en Bretagne, et forcément en Ille-et-Vilaine, mais bon, et partout en France, mais en Bretagne en tout cas, des bénévoles qui s'impliquent énormément aux côtés de tous les autres partenaires. Et pour vous, c'est un gros bonus. C'est l'effet qui se coule. C'est comme ça que je l'appelle en tant que conseillère. Non, mais c'est sincère, sincère. J'avais 2 petites questions. Vous avez parlé tout à l'heure de gestionnaire de mots de passe, qu'il en existe, et des gratuits. Alors, ça m'intéresse. Si... Et puis, ma deuxième question, comme ça, je vous redonne. Ma deuxième question, c'était la même chose par rapport à la cryptographie des données. What else? Alors, pour le gestionnaire des mots de passe, vous avez KeePass,
qui est un logiciel gratuit, open source. Alors j'ajoute que France NUM, sur la plateforme, vous avez également tous ces logiciels open source qui sont référencés. Et puis, il y a des débats. Moi, personnellement, j'utilise Bitwarden, qui est un logiciel de mots de passe gestionnaire gratuit, mais en ligne. Donc, après, c'est question de convenance personnelle, mais qui est très bien, que j'utilise depuis des années aussi. Quant à la cryptographie, il y a plusieurs modalités. Je dirais que ça suppose une petite formation, mais pas de logiciel spécifiquement, puisqu'on peut cryptographier soi-même. Mais vous avez également des logiciels open source qui arrivent, qui sont faciles d'utilisation. Ça, il faut accompagner quand même, mais toujours avec, par exemple, chez ECTI. Pourquoi utiliser ECTI? Tout à l'heure, on demandait. Parce que, personnellement, avec mes équipes, quand on va conseiller une entreprise qui démarre, on va l'orienter vers des logiciels de qualité, mais open source. Vous savez aussi qu'on parle de souveraineté pour la France, mais aussi pour l'Europe. Il y a des grands débats pour sauvegarder les données. Le fait est que France NUM, ça dépend du gouvernement, et c'est normal, on oriente de plus en plus vers la souveraineté française avec SecNum pour protéger les données. Parce que ça devient vraiment urgent et stratégique de prendre tout ça en compte. Parce qu'on est tous, quelque part, j'allais dire, producteurs et utilisateurs de données. Voilà. Alors la cryptographie, il y a plusieurs manières d'y procéder. Tout dépend le type de fichier, le volume de fichiers également à crypter. Mais c'est sûr qu'il faut y penser. À partir du moment où on est plusieurs avec des dossiers sensibles, il faut préserver tout ça. Oui ? Oui, merci. Donc moi, je suis entrepreneur féminin Bretagne et donc nous avons une plateforme et on travaille sous Teams, mais on a aussi des réseaux sociaux et tout ça. Donc est-ce que ça concerne donc la cybersécurité? Il faut aussi se protéger sur les réseaux sociaux aussi. D'accord. Ok. D'accord. Il faut se protéger absolument sur les réseaux sociaux, sur vos documents internes, externes, c'est impératif. On en revient à ça. À partir du moment où on est en réseau, connecté, il n'y a pas de... C'est pour ça que je vous engage, surtout pour les petites entreprises, quand on démarre, qu'on est dans l'artisanat. Moi, j'ai eu mon plombier, il a été hacké. Et pourquoi? Parce qu'il utilisait son smartphone perso, et à la fois professionnel et perso. Ça, on oublie. Il faut vraiment... Ah oui. Les smartphones, c'est vraiment... Oui. Là, par exemple, vous voyez, on a le Wi-Fi, certes sécurisé, mais quand même, sur ces salons, personnellement, je préfère manger mon forfait que de me mettre sur des Wi-Fi à l'hôtel ou autre. Voilà. Vous demandiez tout à l'heure ECTI, ce qu'était ECTI, c'est ça. Vous avez eu votre réponse, mais je vais la redonner à tout le monde. ECTI, donc on est... 2000 bénévoles, pré-retraités ou retraités, qui avons choisi de ne pas cesser l'activité et de transmettre et partager nos compétences dans nos domaines, bien évidemment, respectifs, ce qui fait que nous avons 4 grands axes d'intervention. On est à la fois dans le social insertion, on s'occupe des personnes placées sous main de justice, par exemple. On intervient dans l'enseignement, donc beaucoup de mentorat, de tutorat dans les écoles d'ingénieurs, dans les collèges, où l'objectif, vous avez entendu parler, un apprenti. Et derrière, il y a des mentors. ECTI participe à cela. Et on a également un pôle entreprise. Et me concernant, comme je m'occupe de l'axe numérique, c'est transverse de ces 4 pôles. Donc, ce qui m'oblige à coopérer avec tous mes collègues dans les différentes... entités que gèrent et les collectivités territoriales. Merci Pierre. Voilà. Également, parce que là aussi, les collectivités, vous avez dû en entendre parler, sont énormément attaquées. Je parle du sujet de la cyber, il n'y a pas que. Mais c'est vrai que les hôpitaux, les mairies, les petites entités sont très, très concernées. Et forcément, les plus petites entités, parce que plus fragiles. Voilà. D'autres questions? Maintenant que ça marche. Ouais. Bonjour, merci pour toute cette présentation. J'avais une question, moi, concernant un moment où vous avez parlé de la sensibilité des documents
des fichiers de données. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez des petites astuces ou des méthodes ou des références pour pouvoir catégoriser la sensibilité des fichiers donnés. Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est du cas par cas. Parce que évidemment, par exemple, quand je suis amenée à faire une formation au niveau des collectivités territoriales, il va y avoir des données qu'ils vont estimer peu sensibles. Là, il n'y a que le bénéficiaire, que ce soit une entreprise, une collectivité, peu importe, qui va déterminer. Alors pour l'entreprise, par exemple, il y a peut-être, des produits élaborés qui font l'objet de protocoles précis, où vous n'avez pas encore homologué, breveté ce que vous allez développer. Il va de soi que là, pour moi, c'est de l'hypersensible. Hein. Mais ça, c'est une discussion que l'on va entamer avec l'entreprise avec laquelle on intervient. C'était juste que j'ai vu par rapport à des partenaires, des prospects ou des clients, en fait, des niveaux de sécurité dans les mails et dans les documents. Je pense notamment à tout ce qui est aéronautique, défense et j'en passe, avec des niveaux 1, 2, 3, 4, 5, sur le fait que, voilà, donc s'il y avait des références, des normes ou que vous connaissiez, c'était pour avoir cette info. Alors effectivement, il y a ce que l'on appelle les opérateurs d'importance vitale. Alors là, vous imaginez bien qu'ECTI, on ne joue pas dans cette cour-là, puisque c'est pas notre... Mais le fait est que pour le coup, tout ce qui est entreprise stratégique, c'est référencé sur, l'ANSSI. Et il faut savoir que l'ANSSI vient de voir ses pouvoirs largement augmenter. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient un rôle de prescripteur et de conseil, mais aujourd'hui, ils ont également, même si leurs représentants, lorsque j'ai assisté au séminaire, il y a quelques mois, ils ont maintenant un pouvoir répressif. C'est-à-dire que vis-à-vis des entreprises, et surtout avec, malheureusement, les développements internationaux que nous connaissons, vous imaginez bien qu'il y a des entreprises, ça s'augmente, le volume d'importance dite vitale. D'ailleurs, ils ont changé le nom, mais c'est de ça que l'on parle. Et le fait est qu'ils sont soumis à un cahier des charges extrêmement précis. Et à mon sens, j'ose l'espérer, en tous les cas, ils n'ont pas besoin de notre sensibilisation. Il faut vraiment que les équipes soient au taquet sur ces sujets-là. Ça, il faut en être bien conscient. Hein. Là, pour le coup, encore une fois, l'ANSSI maintenant est dotée de pouvoirs de sanction. Donc leur postulat, c'est bien évidemment de ne pas en arriver là, mais s'ils doivent en arriver là, la loi, puisque la loi a été modifiée à l'Assemblée nationale, leur donne cette capacité. Voilà. Vous saviez ce genre de... Non. D'autres questions ? Non ? On est à votre disposition, de toute façon. Vous avez le stand France Nu, mais n'hésitez pas à nous solliciter. On vous a mis, si vous souhaitez... C'est bon ? Merci, on se fait encore une fois, c'est sincère parce que...